D'abord, des chars. Maintenant, des sous-marins. Poutine ne semble pas pouvoir tenir une arme à la main. Après que le seul porte-avions russe ait brûlé non pas une, ni deux, mais 3 fois depuis 2018, et que son croiseur lance-missiles Moskva ait coulé en 2022, la marine russe, considérée par beaucoup comme l'une des plus puissantes au monde, a connu des jours meilleurs, et aujourd'hui, la puissance sous-marine russe est sérieusement menacée. Voici pourquoi. Ce n'est un secret pour personne. Tout ne s'est pas bien passé en Russie. Des sanctions sévères aux pertes militaires stupéfiantes. L'invasion de l'Ukraine par Poutine s'est retournée contre lui de nombreuses manières inattendues. Il a également souligné les profondes faiblesses des capacités militaires russes, révélant qu'elles sont vieillissantes, corrompues et mal dirigées. Cela n'est nulle part plus vrai qu'en mer. Malgré la déclaration de l'ancien président russe Dmitry Medvedev en 2009, selon laquelle la Russie n'a pas d'avenir en tant que nation sans sa marine. La flotte de surface du pays reste d'une incompétence embarrassante. L'ancien amiral de la marine américaine, James G. Fogo, a récemment souligné qu'on l'avait laissé s'atrophier en raison de facteurs tels qu'un mauvais entretien, un financement insuffisant et la corruption. Cette tendance s'est pleinement manifestée ces dernières années, lorsque la marine russe a été victime d'une série d'accidents embarrassants et très médiatisés. Le seul porte-avions Amiral Kuznetsov, qualifié de navire le plus malchanceux du monde, a brûlé au moins 3 fois depuis 2018. Plus tôt cette année, les services de renseignement ukrainiens ont estimé que le navire était dans un état critique et incapable de se déplacer par ses propres moyens. Sans oublier le naufrage du navire amiral russe Moscou en mer Noire en avril 2022. Mais maintenant, Poutine est confronté à un problème encore plus grave, profondément caché. Malgré tous les problèmes liés à la flotte de surface, la flotte russe actuelle de 58 sous-marins a longtemps été considérée comme l'une des plus puissantes au monde. Il s'agit notamment de 11 sous-marins nucléaires lance-missiles, 17 sous-marins nucléaires d'attaque et 9 sous-marins nucléaires lance-missiles, et plusieurs autres devraient être livrés l'année prochaine. Bien qu'ils n'aient pas joué un rôle significatif en Ukraine, l'armée américaine les considère toujours comme une menace critique. Cependant, leur pouvoir ne durera peut-être pas éternellement. Des rapports récents suggèrent que les capacités sous-marines de la Russie ont été gravement endommagées par la réponse sévère à son invasion, notamment en raison de l'impact écrasant des sanctions occidentales. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'armée russe? Et à quel point cela pourrait-il porter un coup sérieux à la machine de guerre de Poutine? Pour comprendre à quel point le problème des sous-marins de Poutine pourrait être grave, nous devons d'abord examiner l'histoire de la marine russe, qui, ironiquement, est criblée de pertes de flotte constantes et humiliantes. Mais attendez, il y a un rebondissement, et cela se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale. La Russie dispose d'une puissance militaire en mer sous une forme ou une autre depuis 1696, lorsque Pierre le Grand a créé pour la première fois la marine impériale russe. Sous l'impression de ses visites en Europe occidentale, Peter s'est rendu compte que la Russie ne pourrait jamais être une véritable grande puissance tant qu'elle resterait enclavée. En 1710, sa flotte comptait plus de 58 navires et, malgré quelques défaites, au moment de la mort de Pierre en 1725, la Russie était la puissance navale dominante de la Baltique. Sous le règne de Catherine la Grande, les ambitions navales de l'Empire grandissent, créant une nouvelle flotte de la mer Noire et annexant la Crimée pour la première fois en 1783. Jusqu'à sa mort en 1796, la Russie possédait la plus grande marine du monde après la Grande-Bretagne. Cette période constitue l'apogée de la puissance navale impériale russe. Comme l'a dit un jour l'historien naval Robert A. Theobald, à mon avis, la mort du Catherine marque un tournant dans l'histoire navale russe. Depuis ce jour jusqu'à la fin de son existence, la marine impériale a travaillé dur, mais n'a obtenu aucun résultat. Cela est devenu évident lors de la guerre de Crimée de 1853 à 1856, lorsque la Russie a subi une lourde défaite contre les forces combinées des Turcs, de la France et de la Grande-Bretagne. Les défauts de la marine impériale sont devenus encore plus évidents lors
de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Mais c'est encore pire. En réponse à l'expansionnisme russe en Extrême-Orient, l'armée japonaise nouvellement industrialisée a infligé une humiliante défaite en mer au tsar Nicolas II de Russie. La guerre marqua l'émergence du Japon en tant que grande puissance et contribua grandement à la première révolution russe de 1905. Après la deuxième révolution de 1917, les restes de l'ancienne marine impériale passèrent sous le contrôle de l'Union soviétique. Et tandis que Lénine et Staline cherchaient à reconstruire une marine soviétique puissante, celle-ci resta largement incapable de fonctionner pendant les deux guerres mondiales et au début des années 1950. Comme Theobald l'a décrit dans sa célèbre présentation en 1953 aux États-Unis. Naval War College. C'est l'histoire d'une flotte qui a perdu plus de flottes complètes que toute autre flotte au monde. C'est l'histoire d'une marine qui n'a jamais été que secondaire, qui n'a jamais été décisive dans l'histoire du monde et qui n'a jamais développé une tradition assez profonde pour être comparable à celle des marines occidentales. Mais cela allait changer radicalement quelques années seulement après son évaluation. En grande partie à cause d'un seul facteur, les sous-marins modernes. Bien que la Russie possédait plusieurs sous-marins avant la Seconde Guerre mondiale, les premiers sous-marins soviétiques modernes à missiles balistiques ont été achevés à la fin des années 1950. Ces premiers modèles soviétiques étaient alimentés au diesel et basés sur une conception introduite par les Allemands, similaire à celle des États-Unis. En 1960, cependant, la marine soviétique avait livré ses premiers sous-marins à propulsion nucléaire, donnant à l'URSS des capacités souterraines peut-être supérieures à celles de n'importe quel autre pays, à l'exception des États-Unis. Peu de temps après, les Soviétiques ont également développé des sous-marins nucléaires de classe SSGN, à propulsion nucléaire, mais conçus pour mener des frappes limitées. Missiles balistiques contre des porte-avions américains et d'autres navires de guerre. Au cours des 30 années suivantes, la marine soviétique a continué à construire et à entretenir une importante flotte de sous-marins, s'appuyant fortement sur eux pour défier la plus grande puissance militaire américaine pendant la guerre froide. Comme les vrais noms des sous-marins soviétiques étaient rarement connus à l'étranger, la plupart d'entre eux portant encore des noms de code OTAN. Comme les sous-marins nucléaires de classe Alpha, ils utilisent donc des systèmes de propulsion à réacteurs refroidis par métal liquide et des coques en titane, leur permettant de se déplacer à des vitesses extraordinaires de plus de 43 nœuds, soit 80 km/h, à une profondeur opérationnelle de 2,0 pieds, à 600 mètres. Les sous-marins de la classe Typhoon étaient également importants pour la dissuasion et la projection de puissance soviétique. Les Typhoons, les plus grands sous-marins jamais construits, mesurent plus de 500 pieds, 172 mètres de long, 81 pieds, 25 mètres de large et peuvent transporter jusqu'à 20 missiles balistiques nucléaires Sturgeon. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux types de sous-marins développés par la marine soviétique. Et les soviétiques ont également continué à construire de manière agressive des modèles diesel et électriques tels que les sous-marins d'attaque de classe Kilo et d'autres. La flotte n'a jamais pu devenir entièrement nucléaire, principalement en raison de contraintes budgétaires et technologiques. Cependant, à son apogée, en 1980, la force sous-marine de l'URSS comptait 480 navires, dont 71 navires d'attaque rapide et 94 sous-marins de croisière et lance-missiles, même après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Cette flotte sous-marine est restée une partie importante de la puissance navale russe. Dmitry Gorenberg, du Centre d'analyse navale, a noté que dans la période d'après-guerre froide, Poutine s'est concentré sur le développement de nouvelles capacités sous-marines, tandis que la Russie a essentiellement perdu la capacité de construire de nouveaux navires de surface avancés. Les sous-marins les plus avancés sont le Yasen et les SSGN Yasen de classe M mis à jour. Développés dans les années 1990 et au début des années 2000, Edward Geist, chercheur chez Rand Corporation, les a décrits comme le joyau de la marine russe moderne et peut-être le summum de la technologie militaire russe moderne. Selon l'amiral Fogg,
L'un des principaux avantages des navires de la classe Yasen est qu'ils sont très silencieux, ce qui est très important dans la guerre sous-marine. Ils peuvent également embarquer des missiles de croisière hypersoniques et longue portée de calibre Zircon. Cependant, ces sous-marins mortels ont également un prix élevé. Severodvinsk, le premier modèle de la classe Yasen, aurait coûté plus de 1,6 milliard de dollars. Bien que ce soit encore beaucoup moins cher que les sous-marins américains les plus avancés, c'est un prix très élevé à payer compte tenu de l'économie beaucoup plus petite de la Russie. Au cours des dernières années, le gouvernement Poutine a également affirmé que davantage de sous-marins nucléaires étaient en préparation, y compris, selon les médias d'État russes, une nouvelle division de sous-marins qui transporteront des super-torpilles capables de transporter des armes nucléaires dans les années à venir. Nick Childs, expert principal en forces navales et en sécurité maritime à l'Institut international d'études stratégiques, affirme que les investissements passés dans les sous-marins sont l'une des rares choses qui ont permis à la Russie de maintenir son statut de puissance leader. Bien que sa flotte soit encore beaucoup plus petite qu'à l'époque soviétique, Childs souligne qu'elle est toujours très performante et que, avec certains sous-marins plus anciens, elle constituerait toujours une menace pour l'OTAN, tant en mer que contre des cibles terrestres. Mais même avant la guerre en Ukraine, des doutes subsistaient quant à la réelle efficacité des impressionnants sous-marins russes. Bien qu'ils soient sans doute en meilleur état que la flotte de surface, ils n'ont jamais été véritablement testés au combat. Alors, comment se comportent les flottes sous-marines de Poutine dans le conflit russo-ukrainien? Sur terre, l'imprudence de la doctrine militaire russe a été pleinement démontrée lors de l'invasion de l'Ukraine. Cependant, malgré les énormes pertes subies par les forces terrestres russes, leur marine a jusqu'à présent joué un rôle très limité dans le conflit. Cela inclut les sous-marins, qui continuent de servir principalement de moyen de dissuasion et de menaces nucléaires. L'exception est la flotte russe de la mer Noire, où des sous-marins près de Sébastopol et de Novorossiysk ont été utilisés pour lancer des missiles calibre vers l'Ukraine. Aucun de ces sous-marins n'a été endommagé ou détruit jusqu'à présent, et l'on craint toujours qu'ils puissent être utilisés pour contrer les activités de l'OTAN et contrôler les routes commerciales dans la mer Noire. Mais les conséquences de l'invasion de Poutine ont créé un autre type de problème pour la marine russe et ses sous-marins. Le régime dévastateur de sanctions occidentales imposées à la Russie a commencé à limiter la capacité du pays à approvisionner et à entretenir son industrie militaire. En décembre 2022, le département d'État américain a ajouté encore plus de sanctions visant directement la puissance navale russe. Ils ont déjà commencé à fonctionner, privant la Russie de la technologie nécessaire aux sous-marins modernes. Comme l'a dit l'amiral Fogo dans une interview à Newsweek, je pense qu'ils sont gravement paralysés par ces sanctions économiques et par leur propre stupidité dans la guerre en Ukraine. En particulier, la maintenance des sous-marins existants et le développement de nouveaux seront de plus en plus difficiles car sans matières premières, ils ne pourront pas maintenir une base industrielle. Ils n'ont pas de main-d'œuvre parce que cette main-d'œuvre est destinée à la guerre en Ukraine. Les pertes militaires et la fuite des cerveaux augmentent la probabilité que la Russie perde sa capacité à rivaliser avec les pays occidentaux en matière de développement de sous-marins, notamment en matière de projection de puissance. Graham P. Hurd, du Centre européen d'études de sécurité George C. Marshall, affirme que la nature prolongée du conflit et la contre-offensive ukrainienne imminente sapent la crédibilité militaire de la Russie. Les échecs militaires répétés en Ukraine ont créé une pression croissante sur la Russie pour qu'elle projette une image de force à travers ses sous-marins. Ceci, à son tour, a encouragé la marine russe à prendre de plus grands risques en utilisant des sous-marins, une aptèse à la navigation et en recherchant rapidement de nouveaux systèmes d'armes sans test appropriés. Hurd a ajouté que les sous-marins constituent l'élément le plus coûteux du budget militaire russe et n'apportent aucun avantage évident dans cette guerre. La Russie compense donc cela et projette sa force en acceptant davantage de risques. En conséquence, plus la guerre dure longtemps, plus les sous-marins russes subiront des dommages indirects et à long terme. Dit même, Hurd et d'autres experts ont souligné que les sanctions montrent à quel point le complexe militaro-industriel russe a été et reste dépendant de la technologie occidentale critique.
100 composants sous-marins avancés produits aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Le développement de la Russie sera gravement entravé dans les années à venir, et les alternatives à la technologie dont les sanctions ont coupé la Russie seront presque inexistantes. Par exemple, les pièces provenant de Chine et d'Iran ne sont pas suffisamment avancées pour répondre aux exigences de Moscou. Bien que les experts soient divisés sur la dépendance des sous-marins nucléaires russes à l'égard de la technologie occidentale, il est tout à fait clair qu'au moins certains composants importés sont essentiels à la construction des nouveaux navires. Il s'agirait principalement de composants électroniques de haute technologie utilisés pour le guidage, la communication et le placement des missiles. Le journaliste militaire russe Alexandre Timurkin a écrit en janvier que les sanctions imposées à la Russie après une opération militaire spéciale avaient un impact sur les capacités technologiques du pays. La production de complexes radar, de systèmes de communication, de missiles guidés, d'équipements sonores et d'autres systèmes similaires s'est avérée difficile. En conséquence, ces limitations pourraient rendre presque impossible la construction des sous-marins des classes Yasen et Yasen M, ainsi que d'autres bateaux haute performance. Childs, de l'Institut international d'études stratégiques, souligne que cette trajectoire est déjà visible car, même si les sous-marins russes les plus récents sont très efficaces, l'industrie navale russe, inefficace, a du mal à les livrer à temps et en quantité importante. Comme d'autres experts, il convient que les pénuries de construction en Russie vont s'aggraver dans les mois et les années à venir, car elles pourraient être exacerbées par les exigences accrues de la guerre sur d'autres secteurs de l'industrie de défense, ainsi que par l'impact des sanctions sur certains composants clés. Alors, que signifient ces lacunes pour les ambitions de Poutine et l'avenir de l'armée russe? Eh bien, les experts ont décrit deux principaux scénarios possibles pour l'avenir de la flotte sous-marine russe. Il est possible qu'à mesure que les contraintes en matière de ressources militaires continuent de s'accroître, cela conduise à donner la priorité aux éléments les plus touchés, en particulier aux forces terrestres. En mai 2023, la Russie avait perdu près de 200 soldats, un chiffre véritablement stupéfiant pour une armée moderne. En retour, comme l'a dit un analyste, cela entraînera inévitablement à l'avenir des réductions ou au moins des restrictions dans l'industrie de la construction navale. Une autre possibilité est que la Russie soit contrainte d'investir davantage dans les sous-marins en raison de leur importance relative et de leur valeur stratégique. Cela signifiera de moins en moins de ressources pour reconstituer les forces terrestres et les équipements, de moins en moins chers. Mais même si Poutine opte pour le deuxième scénario, tout argent dépensé maintenant aura probablement un effet à retardement. Les investissements réalisés jusqu'à présent dans le développement et la maintenance des sous-marins permettront de soutenir la flotte russe pendant au moins les prochaines années. Mais d'ici 5 à 10 ans, la situation pourrait être complètement différente. Compte tenu de la taille et des capacités actuelles des sous-marins russes, ils resteront probablement l'une des marines les plus puissantes du monde au cours de la prochaine décennie. Mais la situation est alors beaucoup plus incertaine. Tout sous-marin moderne qui tombe en panne au fil des années peut devenir pratiquement inutile, transformé en ferraille très coûteuse. Quelle que soit la manière dont Poutine tente de faire face aux contraintes économiques croissantes, le rôle principal des sous-marins russes restera probablement celui de la dissuasion nucléaire. Certains signes montrent également que Poutine a pris conscience de la dispersion de ses ressources. En mars, la flotte russe du Pacifique a subi une série d'exercices militaires décrits comme une inspection surprise de plus d'une douzaine de sous-marins, signalant potentiellement le manque de confiance du Kremlin dans l'état de préparation et la viabilité de la flotte. Des lectures au Kremlin indiquant que Poutine a récemment déclaré au ministre de la Défense Sergei Shoigu que si la priorité de la Russie restait la guerre en Ukraine, l'objectif de développer une marine, y compris dans le Pacifique, restait d'actualité. Dit plus, il est clair que certains actifs de la flotte peuvent être utilisés ailleurs. Cela signifie également que Poutine ne croit pas que les sous-marins puissent changer de manière significative la situation en Ukraine et qu'ils restent très utiles en tant que moyen de dissuasion nucléaire.
À mesure que les sous-marins russes commenceront à tomber en panne dans les années à venir et qu'il sera difficile de les entretenir ou de construire de nouveaux modèles de pointe, les possibilités d'exploiter cette puissance de cette manière diminueront également. Cela se produira presque certainement, quelle que soit la priorité du Kremlin en matière de ressources. D'autant plus que le nombre de morts en Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement, alors que les pertes augmentent et que les sanctions continuent de se resserrer. Cela pourrait également inciter Poutine à adopter des stratégies encore plus agressives et imprudentes. Il existe des preuves que cela se produit déjà ces derniers mois. La Russie a déployé des sous-marins dans des positions de plus en plus dangereuses, comme Michael Peterson, directeur de l'Institut russe d'études navales, l'a déclaré à Newsweek. Nous avons des indications selon lesquelles des sous-marins à propulsion nucléaire sont déployés au large des côtes des États-Unis, en mer Méditerranée et ailleurs à la périphérie de l'Europe, d'une manière qui rappelle les déploiements de sous-marins de style soviétique pendant la guerre froide. Cette position agressive est probablement liée aux problèmes croissants de Poutine et constitue une tentative de créer une façade pour la Russie en tant que véritable puissance mondiale, malgré une économie 2 fois plus grande que celle de la Californie. Cette faiblesse se reflète également dans des projections trop optimistes concernant le complexe militaro-industriel. Une analyse récente de l'Institut pour l'étude de la guerre ISW montre, comme le font d'autres experts, que les responsables russes continuent d'affirmer que les fabricants russes de défense augmentent leur production malgré des signaux persistants, selon lesquels la base industrielle de défense, DIB russe, est incapable d'atteindre les objectifs économiques et militaires à long terme de la Russie. Des responsables comme Alexei Romanov, directeur de la société russe United Shipbuilding Company, se sont montrés optimistes, affirmant que les délais de production des sous-marins seraient bientôt réduits de 8 à 13 mois. Mais il existe peu de preuves pour étayer cette affirmation. Autre signe de faiblesse croissante. Poutine a signé un décret le 27 février limitant les projets antérieurs de construction d'au moins 3 brise-glaces de classe Leader équipés de réacteurs nucléaires d'ici 2035 à un seul navire. Encore une fois, cela reflète probablement le fait que la nécessité de reconstituer le stock perdu d'armes conventionnelles terrestres de l'Ukraine est susceptible de consommer la majeure partie du DIB de la Russie et de limiter la capacité de la Russie à produire des systèmes visant des objectifs stratégiques à long terme. Cela s'applique à la fois aux brise-glaces nucléaires et aux sous-marins, ce qui indique que les ressources de la Russie sont bien moins dispersées que ce que Poutine voudrait faire croire au monde. En bref, malgré les affirmations du Kremlin, de nombreux signes indiquant que la stratégie désastreuse de la Russie en Ukraine s'est retournée contre elle plus que nous ne le pensons. Le renforcement des sanctions occidentales menace désormais de rendre obsolète même la flotte meurtrière de sous-marins russes. Plus la guerre se prolonge et plus la Russie s'isole, plus il sera difficile d'obtenir les composants avancés nécessaires à ces navires. Cela continuera à éroder la base industrielle du pays, paralysant éventuellement toute la production de défense à long terme. Et avec les pertes russes si lourdes en Ukraine, Poutine est également confronté à une crise de crédibilité et à une pression croissante pour projeter une façade de pouvoir. Cela a déjà conduit à l'attitude imprudente et agressive des sous-marins russes et à leur volonté d'utiliser des navires qui ne sont même pas en état de naviguer. Et ce problème risque de s'aggraver, étant donné que la marine russe a beaucoup dépendu d'eux pour la projection de sa puissance dans le passé. Il ne fait aucun doute que la stagnation de sa flotte sera un coup dur dans les années à venir. Mais qu'en pensez-vous? Les sanctions et les pertes sur le champ de bataille finiront-elles par faire tomber la flotte sous-marine russe? Ou Poutine parviendra-t-il à trouver une solution à ces problèmes et à maintenir la Russie comme grande puissance? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et d'analyses militaires.